Bonjour à toutes et tous. Pour ce rendez-vous régulier, je suis heureux de retrouver un certain nombre de visages connus et peut-être des personnes qui ont un peu moins l'habitude d'assister à ce rendez-vous que l'on propose maintenant régulièrement depuis un peu plus d'un an. J'en profite pour remercier Tony Martini pour l'organisation et puis tout le service communication de Sandra. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir François Daoust pour nous parler de CY Forensic School, l'école interne qu'on a créée au sein de CY sur les sciences des traces, les formations sur les domaines des experts qu'on peut trouver, des experts criminalistiques qu'on peut trouver dans les séries télévisées, avec parfois quelque chose de peut-être un peu moins glamour que ce qui est vu dans les séries télévisées. Je rappelle que cette école CY Forensic School a été montée en collaboration avec le PJGN. Et du coup, je passe la parole à François, qui est le directeur de notre école. Merci beaucoup, Patrick. Je vais essayer de vous présenter un petit peu l'embryon d'école que nous avons monté depuis le 1er janvier, ce que nous y faisons déjà, l'intention que nous avons qui est bien engagée également, et surtout le ramener à quelque chose de plus connu dans le fantasme collectif, qui sont les experts, bien sûr, les experts des scènes de crime, qu'est-ce qu'ils vont apporter et qu'est-ce qu'ils vont faire, sachant que, à la différence de ce que vous voyez dans une série où il y a un biais, et le biais, c'est de croire que tout se fait en 45 minutes et que l'expert est capable de tout, de l'enquête, de l'analyse et de l'arrestation du suspect à la fin. Donc non. Et je vais essayer de vous montrer rapidement, à travers quelques slides, un petit peu ce qu'est la science forensique et quelle est notre intention dans ces développements. Je vais partager mon écran. Si je ne bug pas, ça sera super. Donc, hop. Et là, normalement, je partage. Donc, si vous l'avez, voilà. Donc, CY Forensic School, une volonté de l'université, ce n'est même pas un pari, c'est une véritable attente. Pourquoi? Parce que la France, à la différence de la Suisse, du Canada, des États-Unis ou de l'Angleterre ou de l'Écosse, n'a pas une seule école de formation à la science forensique. Qu'on appelle aussi, petit rappel, qu'est-ce que ça peut être la science forensique? C'est, au-delà de ça, la science forensique, c'est aussi la criminalistique. En France, on appelle plus facilement police technique et scientifique. Donc là, on voit bien que là-dessus, eh bien, la police technique et scientifique, c'est pas tout à fait, c'est un peu réducteur, mais c'est l'appellation française, c'est mieux connu. D'autres les appellent les sciences criminelles aussi, au sens large. D'ailleurs, l'école de Lausanne, qui est à l'université de Lausanne, c'est l'école des sciences criminelles parce qu'ils y englobent donc la science forensique, ils y englobent la criminologie, et le droit pénal, la procédure pénale, qui y sont avec. Donc, on voit bien que c'est un vaste champ qui intègre également la médecine légale. Alors, je vais rapidement faire un petit focus histoire de façon à ce que vous voyez d'où ça vient et pourquoi ça va, et où ça va, pardon. Et la science forensique, qu'est-ce que c'est? C'est forensique déjà qu'on appelle forensic school, donc c'est de l'anglais ou autre, absolument pas. Si vous avez la curiosité de voir, d'aller lire un petit passage de l'encyclopédie de Diderot et de Lambert dans un de ces petits articles, il y avait la Medicinea Forensis, la médecine forensique, que l'on appelle maintenant la médecine légale, tout simplement. Et forensique, ça vient du latin forum. C'était la place là où se rendait la justice publique. Donc, à partir de ce moment-là, c'est la science qui a pour but d'apporter des réponses à la justice. Donc, les Suisses l'ont gardé, les Belges l'ont gardé,
Les Canadiens français l'ont gardé, les Anglo-Saxons ont trouvé ça très sexy et se le sont approprié, et la France le redécouvre un petit peu à travers finalement des séries anglaises, et on essaye de le faire valoir dans son sens français également. Donc voilà la science forensique. Et c'est vrai que pour la petite histoire, on a préféré souvent le terme de criminalistique. Et il faut savoir que le terme criminalistique a été créé en 1893 par un juge d'instruction autrichien. Donc, et il avait écrit un bouquin qui est toujours d'actualité, criminalistique, avec 2 cas, un au début, un à la fin. Et la France a trouvé ça super bien et elle se l'est attribué. Donc, comme quoi, les origines, parfois, il faut se méfier de ce que l'on pourrait croire. Alors, cette science, c'est quoi? C'est essentiellement, et là, je ne vais pas vous faire le cours complet là-dessus. Pour certains d'entre vous, j'espère que je vous verrai lors du cours et je le développe largement. C'est, pour faire simple, c'est une science de l'observation et de l'interprétation. C'est un petit peu comme l'école du design, c'est-à-dire je vois quelque chose, je dois maîtriser mon environnement, je dois le comprendre et je dois m'adapter à cet environnement. Donc, j'observe une scène de crime, quelque chose, un fait, un événement. Et à partir de cet événement, je dois en tirer des conséquences. La seule différence, c'est que là, nous avons un crime et que finalement, les conséquences et les effets du crime, je les ai, mais je dois inférer les causes du crime, c'est-à-dire que je dois faire une prédiction dans le passé pour savoir comment ça s'est réalisé, avec qui et dans quelles conditions. Donc, on fait pas des paris, mais ce sont des travaux hypothético-déductifs. On voit bien que déjà, l'interprétation devient un peu plus complexe et on n'est pas dans ce que l'on appelait avec Holmes et Conan Doyle, dans de la déduction. La déduction, c'est quand on a un premier prémisse et qu'on a déjà la conclusion. On suit une loi et on déduit immédiatement par rapport à cette loi ce que l'on applique. On est dans de l'adduction, c'est de l'hypothético-déductif. Je n'émets que des hypothèses que je vais devoir confronter avec les constatations, avec les faits, avec les résultats d'analyse et pour lesquels je vais devoir interpréter le tout. La définition qui a été retenue par la communauté internationale, c'est celle du professeur Margot, qui a été mon maître à Lausanne, et mon camarade Olivier Ribaud, qui était avec moi sur les bancs, et quand on suivait les cours du professeur Margot et tous les pièges qu'il nous donnait, qu'il nous mettait en travaux pratiques, c'est l'ensemble des principes scientifiques et les méthodes techniques appliquées à l'investigation criminelle pour prouver l'existence d'un crime et aider la justice à déterminer l'identité de l'auteur et son mode opératoire. Il faut savoir que nous n'apportons aucune preuve scientifique. Nous apportons des éléments de preuve issus de méthodes scientifiques, de techniques scientifiques et de la science. La seule personne qui, en droit français, est en capacité d'apporter la preuve, c'est le juge, le président du tribunal avec les jurés. C'est la loi et c'est prévu comme ça. Donc, le juge d'instruction va se nourrir de tout ce que l'on va apporter comme résultat et interprétation pour construire la preuve pénale. Et en matière de preuves scientifiques, pour ceux qui suivent, qui font des sciences, c'est la science selon Popper, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qui est scientifique? C'est quelque chose qui est une théorie qui est valable jusqu'à ce que l'on puisse apporter la preuve contraire à cette théorie qui l'a fait évoluer. Donc, la science forensique, c'est la même chose. C'est toujours valable jusqu'à ce qu'à un moment, eh bien, il y ait une nouvelle technique ou une nouvelle avancée qui permette de dire, mais attendez, là, on s'était peut-être un peu trompé. Et si on s'est trompé, eh bien, il faut revoir l'ensemble des process. Pour ça, pour les curieux, je vous invite à voir le NAS Report, qui est National Academy of Science aux USA de 2009, que vous trouvez en libre service sur le net gratuitement, et qui vous montre aussi les erreurs qui ont pu être faites en sciences forensiques pendant un certain nombre d'années, qui font qu'ils sont revenus à atténuer certains domaines, comme les traces de morsures, par exemple, les traces d'oreilles, etc., la comparaison d'écriture et de signature, où ils ont évité à plus de science et moins d'extrapolation.
Donc, on voit bien que tout évolue. Et en matière de sciences, pour la faire courte, pour vous montrer comment ça évolue, c'est tout simplement, hein, quand on est passé du système de géocentrisme d'Aristote au système galiléen Kepler et Copernic, qui n'était plus le géocentrisme, mais qui était le Soleil est au centre de notre système solaire, et c'est plus la Terre qui est au centre. Donc, ça, quelque chose qui est vrai peut s'avérer faux, et ça évolue en ce sens. Alors, l'ensemble de toutes ces techniques, il faut savoir un des anciens de la criminalistique, donc de la science forensique ou autre, qui est le premier qui a créé un laboratoire de criminalistique, de police scientifique, et qui est en Suisse, à Lausanne, en 1909, eh bien, Reich, pardon, avait parlé même de criminologie pour distinguer par rapport à la criminologie. Ça n'a pas pris, mais criminologie, c'était bien. Pourquoi? Parce que l'ensemble de ces techniques s'inscrit dans une enquête qui fait appel à un acte criminel qui lui-même peut avoir des résonances dans la criminologie et l'explication de cet acte. Donc, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, là, j'essaie d'avancer. Alors, une nouvelle école, pourquoi faire? Eh bien, c'est les métiers participant à la recherche de la preuve matérielle, biologistes, les métiers biologistes, de chimistes, de toxicologues, de physiciens, les métiers du numérique, la biométrie, les experts de laboratoire, les techniciens de scène d'infraction, les spécialistes des documents, les spécialistes de la gestion de crise, je vous ai dit la science de l'interprétation. En Suisse, issus de l'école, il y a beaucoup d'élèves de Master 2 qui ne partent pas dans des laboratoires ou autres, mais qui partent dans des centres de gestion de crise ou des grandes entreprises parce que c'est l'appréhension de l'environnement et comprendre comment on peut faire face à une crise en trouvant des méthodologies ou autres. C'est vraiment une conception de raisonnement. Les fraudes, les assurances, les douanes, la police, la gendarmerie, les entreprises, etc. On voit que le champ est beaucoup plus large que ce qu'on pouvait imaginer à la seule scène de crime pour apprendre quelque chose et officier dessus. Avec des partenaires d'expérience. À l'international, c'est Québec Trois-Rivières et on a eu la chance d'avoir parmi nous pendant plusieurs mois le professeur Franck Crespino, qui est un ancien de l'IRCGN, un de mes camarades, et qui est professeur à Québec Trois-Rivières dans ce domaine-là. L'École des sciences criminelles de Lausanne, nous avons fait à quatre voix une entente qui est finalement le forensique francophone, avec Québec Trois-Rivières, CY, le PJGN et plus largement la Gendarmerie nationale et l'École des sciences criminelles de Lausanne. Et bien sûr, depuis peu, le CREOGN, qui est le centre de recherche de la gendarmerie, qui se situe au niveau national et qui est une instance très intéressante avec laquelle on peut partager. Nous avons aussi des organisations professionnelles de la sécurité privée, comme l'UFAX, la FEDESFI, le GES. Alors, ce sont des acronymes, je vous le concède, mais pour faire simple, l'UFAX, c'est l'union de toutes les formations en sécurité privée, donc tous les formateurs. Et là, j'ai vu que Jérôme Morge était avec nous, et bien, on travaille avec eux. C'est offrir une offre beaucoup plus large, et même dans la sécurité privée ou les cours en sécurité, à donner un vernis de criminalistique, c'est donner la possibilité à celui qui travaillera dans la sécurité de faire les premiers gestes avant que les spécialistes arrivent, de façon à conserver le maximum de traces sans que ça soit contaminé ou pollué. La FEDESFI, c'est la Fédération des entreprises de sécurité fiduciaire, tout ce qui est les faux documents, les faux billets ou autres, donc ils sont très preneurs. On voit qu'on a des ouvertures et un partenariat qui est qui est large déjà dans le monde professionnel. Les formations et les enseignements qui existent actuellement, nous avons le DU, ce sont des DU essentiellement, DU de criminalistique qui apporte une connaissance généraliste de ce qui peut être fait et de ce qui est fait en la matière. Et au-delà de ça, c'est un DU qui intéresse beaucoup
les médecins, les dentistes qui veulent travailler dans la médecine légale et ou l'odontologie légale, les avocats, les journalistes et des étudiants en droit qui essayent d'avoir une connaissance un peu plus élargie dans un domaine, parce que s'ils veulent être avocats, eh bien, savoir de quoi on parle et qu'est-ce que ça peut apporter, c'est aussi important. Le DU de coordinateur des opérations criminalistiques, qui est un DU un petit peu spécialisé jusqu'à présent, qu'on essaye d'ouvrir. Pourquoi il est spécialisé? Il était ouvert aux techniciens en identification criminelle de la gendarmerie, qui officient déjà sur le terrain, et aux techniciens de scène de crime de la police nationale, pour leur donner une capacité à manager plusieurs équipes, plusieurs scènes, être le conseiller direct d'un magistrat pour les affaires complexes et apporter ainsi qu'au directeur d'enquête des capacités d'interprétation élargies pouvant entraîner un ensemble d'hypothèses et d'actions sur le terrain beaucoup plus complexes que la simple scène, encore simple entre guillemets bien sûr, où on a une scène, un drame conjugal où on voit seulement deux parties. Le DU d'analyse de documents et d'écriture qui est vraiment poussé et arrivé à ce qu'on puisse reconnaître les faux et c'est vraiment un DU qui est très 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 intéressant. Une formation de niveau Bac plus 3, qui est le bachelor en sciences forensiques, dont on a fait une première mouture qui marche très bien en co-tutelle et en partenariat avec le lycée Saint-Joseph à Lorient. Donc, on en est déjà à la deuxième cohorte et avec sa duplication ici à CY. Le but de ce DU, qui est un niveau Bac plus 3, c'est pour des BTS ou des personnes qui ont déjà fait 2 années de faculté, qui veulent se réorienter ou se spécialiser, c'est arriver à avoir une maîtrise technique de l'ensemble des méthodes et des moyens et des procédés à mettre en œuvre sur le terrain et qui permet de passer les concours de la police ou de la gendarmerie pour être technicien ou technicien principal. C'est un marchepied pour ceux qui voudraient poursuivre après d'autres études vers des masters que nous avons en préparation avec CYTech ST, nous avons le master de biologie forensique, dont la première cohorte qui va être les prémices pour son inscription définitive en tant que master de biologie forensique, ouverture rentrée 2022. Et nous travaillons sur la même chose en numérique, parce qu'on voit bien que l'environnement et l'envahissement de notre environnement en matière de numérique fait qu'on ne peut pas faire autrement. La trace numérique est en train de tout prendre. Des formations à la carte, comme le forensique numérique. Nous avons pas mal une grosse administration et des entreprises privées qui souhaitent des formations courtes, des DU qui vont de 50 heures à 300 heures selon le niveau de formation, parce que ce soit pour les entreprises ou que ce soit pour les administrations, avoir des techniciens de différents niveaux pour faire face à la protection, mais à la recherche de traces et remonter à toutes les connexions IP pour éviter de se faire piller. Voilà un petit peu les programmes en cours. Et je vous fais un petit focus pour vous donner un petit peu envie, ou beaucoup, je l'espère. C'est un petit focus sur le traitement des scènes de crime. Qu'est-ce qu'on y fait? La formation, c'est la formation technique d'investigation sur les lieux, qui commence par le gel des lieux, les constatations, les prélèvements, l'interprétation et les propositions des premières hypothèses. En fonction des premières traces que je vois en tant que technicien spécialisé, je peux dire est-ce que ça c'est lié ou ce n'est pas lié, ou je ne sais pas, il faut le savoir aussi de le dire, à l'action criminelle. Et si je retrouve des taches de sang qui ont telle forme, qui ont tel volume et telle dispersion, je n'ai pas de cadavre, je n'ai pas d'arme, mais je n'ai que ces traces de sang, leur morphologie me permettra de dire s'il y a eu une agression avec un objet contondant, avec un objet coupant, avec un objet piquant, avec une arme à feu, etc., etc. Donc, on voit bien l'apport que ça peut avoir. Et dans l'affaire Flactif, pour ceux qui connaissent, au Grand Bornand, toute la famille qui avait été massacrée par un voisin jaloux qui voulait s'attribuer les biens de cette famille, les traces de sang ont permis de reconstituer l'ensemble du cheminement criminel de David Otia
qui était le meurtrier principal, et où on a pu voir des coups de feu d'un côté, des coups contondants sur les enfants, des dents éclatées en morceaux de l'émail qui montraient la violence et de l'agression physique, etc., etc. Donc voilà ce que ça apporte. L'apprentissage de la méthodologie, c'est évident que là, vous avez le résumé des résumés et la synthèse. Eh bien, on va du général au particulier, on observe, on fixe les lieux et on prend le temps de travailler et on protège les lieux et les personnes. C'est ça. Hein. Donc, on protège les lieux et les personnes. Il ne faut pas apporter des traces extérieures. Il faut éviter de remarcher dessus. C'est tout un processus et on change la tenue régulièrement parce que c'est compliqué. Si on ne change pas la tenue, on transpire et la transpiration et l'acidité passent à travers le masque, passent à travers les gants et on dépose son ADN. Comme quoi, il y a beaucoup de choses à apprendre. On peut aller de la scène de crime classique, donc c'est-à-dire là, chaque cadavre est à sa place, il n'y a aucun problème, on sait ce que c'est, on avance, il n'y a pas de souci, enfin pas de souci, il n'y a plus de soucis pour les victimes, il y a beaucoup de travail pour les enquêteurs, les techniciens et les experts, mais on a une scène de crime classique. On sait ce qu'on va chercher comme traces, en tout cas on essaye de les chercher et on procède avec méthode, et il est nécessaire de se hâter lentement. C'est oxymoron pour dire, même s'il y a des pressions de la part d'une hiérarchie, de magistrats, de médias ou autres, il faut y aller avec sérénité. Hélas, les personnes sont mortes, ce n'est pas la peine de se précipiter et passer à côté de quelque chose. Et cette scène classique, actuellement, elle s'est complexifiée parce que vous avez des traces numériques. Il n'y a plus que le cadavre. Avec les traces habituelles, vous avez toutes ces traces numériques, à tel point que maintenant, on enseigne aux techniciens de rentrer sur la scène de crime sans portable, sans téléphone portable, voire le laisser dans une boîte, petite cage de Faraday, de façon à ce que lorsqu'il arrive, il ne laisse pas des traces de son propre portable sur tous les vecteurs numériques qui sont susceptibles de vouloir se connecter avec lui pour dialoguer. Et apporter des traces numériques et contaminer en plus, c'est pas simple. Et ces traces numériques sont tout aussi importantes parce que l'agresseur qui est venu avec son portable en laisse tout autant, et ça permet de savoir aussi, grâce à ça, qui est venu sur la scène de crime. Donc, on voit bien tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc, des outils numériques là-dessus, à la fois pour les algorithmes pour aider à l'interprétation, du renseignement au rapprochement, la gestion des liens, traitement numérique pour la biométrie et développement des moyens de lutte contre mesures contre la cyberdélinquance. Les autres scènes de crime que vous pouvez trouver, eh bien, ce sont des scènes de crime au sein même de l'outil numérique. Quand vous avez un fichier de comptabilité occulte, un fichier pédopornographique, des connexions illicites, etc., c'est là-dedans, dans les mémoires tampons ou autres, qu'on va rechercher, voire dans un centre, un fournisseur d'accès, qui sont plus ou moins bien rangés, mais on voit bien que la scène de crime a changé, elle a changé de dimension. Quand vous avez un pillage de données bancaires ou de cartes bancaires, etc. La scène de crime peut être infiniment petite sur une mémoire tampon, mais elle peut être également élargie et à l'échelle globale, parce que lorsque vous faites piller vos données et qu'elles partent à l'étranger ou qu'elles passent de serveur en serveur, on voit bien que tout d'un coup, la scène a changé de dimension. Donc, l'école a une ambition, avec CY, c'est vraiment être l'école française de la science forensique, à la fois pour les forces régaliennes et les laboratoires, mais également dans cet esprit qui peut fournir des laboratoires privés dans tous les domaines que j'ai abordés, et aussi gestion de crise et en liaison avec ceux qui font des sciences politiques, c'est comment réagir avec son environnement par rapport à une situation. Voilà, j'ai essayé de résumer le maximum en tenant au plus court. S'il y a quelques questions avant que ça s'arrête, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, François. C'était très clair, très vivant. Et puis, j'espère que comme ça aura effectivement permis de faire découvrir aux collègues, aux étudiants qui nous ont rejoints, à la fois découvrir les formations que l'on propose,
tant en formation initiale que formation continue, et toute la dynamique qu'on essaye de mettre sur le sujet. Donc, s'il y a des questions, je vous invite à lever la main. Je vous rappelle que c'est le petit onglet réaction en bas de vos écrans qui vous permet normalement de lever la main. Si vous ne trouvez pas, ben, vous allumez votre micro et vous posez. Alors, André De Palma. Oui, bonjour. Désolé, je suis arrivé en retard, j'avais un rendez-vous, mais je me permets quand même de poser une ou deux questions. La première, c'est est-ce qu'associé à cet enseignement, il y a un cours d'éthique qui est proposé aux étudiants, puisque ça pose quand même beaucoup de questions d'éthique, je ne vais pas les citer, mais elles sont évidentes. Et la deuxième question, est-ce que les étudiants sont triés sur le volet bon, je vais être un peu direct, mais bon, pour savoir quelles sont leurs motivations intimes vraiment pour venir faire cette école? Est-ce qu'ils se situent à droite ou à gauche de la ligne? À faire un dessin. Alors, Voilà. là, je peux répondre. Alors, le cours d'éthique, déjà, il est donné par le Code de procédure pénale, qui encadre très strictement tous les travaux qui doivent être faits en la matière s'agissant des affaires judiciaires. Donc, et les techniciens comme les experts privés sont encadrés depuis la loi de 1971 pour les experts privés. Et là-dessus, il y a vraiment, on ne peut pas passer la ligne. Si on passe la ligne, c'est très simple. Hein. C'est une peine délictuelle qui peut aller jusqu'à 3 ans de prison, 5 ans d'interdiction d'exercice en matière d'expertise ou équivalent. Et je ne me souviens plus la somme astronomique en matière de pénalité. Alors, c'est vrai, vous me direz, mais ça, c'est un encadrement par la loi. Au-delà de la loi, il y a l'éthique propre, et ça fait partie du cours sur l'expertise, où les experts inscrits sur une cour d'appel ont un cours d'éthique qui est délivré, mais au-delà de ça, c'est comment on se comporte lorsqu'on a une expertise. Oui, ça y participe. Après, qui vient? Il est bien évident, et ça, vous évoquez et vous soulevez un problème qui existait depuis l'OCAR, qui avait des étudiants aussi qui allaient chercher, c'est est-ce qu'on ne va pas donner les outils à des délinquants qui vont finalement essayer de contourner tout ce qui est possible. Alors, à l'heure du numérique et de tout ouvert sur Internet, les délinquants un peu curieux et qui ne sont pas bas du plafond consultent déjà tous les cours qui existent en ligne, tous les MOOC, et on en a hélas quelques-uns qui sont à l'extérieur, qui savent très bien ne pas quoi faire. Au-delà de ça, oui, on demande un CV, on demande une lettre de motivation et on essaye de voir le parcours des étudiants pour pourquoi ils viennent, quel est leur but, leur objectif ou autre. Sachant que, n'étant plus en gendarmerie, je ne peux pas aller consulter le fichier TAJ, de traitement des antécédents judiciaires, ni le bulletin numéro 2 du casier judiciaire, ce que je regrette. Mais on voit rapidement si on a affaire à quelqu'un de sérieux ou de borderline. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, François. Je vais repasser la main à Sandra. Je m'excuse auprès de toutes et tous, mais j'ai le conseil de CYSUP que je dois présider à 14 heures. Donc, bien sûr, si vous avez d'autres questions, François, par l'entremise de Sandra, est prête à vous écouter. Avant de vous quitter, je rappelle, on n'a pas de lettre CY vendredi prochain. On se retrouvera en janvier maintenant. Et donc, pour celles et ceux que je serai amené à ne pas croiser d'ici les congés, je souhaite une bonne semaine la semaine prochaine et puis profiter d'une pause bien méritée pour toutes et tous, je crois. Merci Patrick. Monsieur Frison de la Motte, vous aviez une question peut-être? Oui. Je pense qu'il avait une question, mais que oui. La connexion s'est figée. Oui, c'est ça, il s'est figé. Du coup, est-ce que quelqu'un d'autre, en attendant qu'il revienne parmi nous, aurait une question? Ah, je crois que vous êtes revenu. Oui, excusez-moi. Pas de souci. Oui, ce que vous dites de la méthodologie, c'est-à-dire observer pour comprendre,
c'est en fait la méthodologie qu'on appliquait anciennement aux sciences dites naturelles. Oui, Et qui est encore pratiquée dans ma discipline, qui est la géologie. On observe pour comprendre. tout à fait. Et l'apprentissage des étudiants est compliqué parce que c'est une habitude qui a disparu dans les lycées. L'observation, simplement réussir à ébaucher une histoire à partir de faits qu'on observe. Oui. Donc, je suis heureux que ça soit repris dans d'autres disciplines. Et puis, de façon anecdotique, lorsque j'étais étudiant, il y a très, très, très longtemps, à Orsay, il y avait un intervenant qui s'appelait Loïc Le Ribot, qui a mal fini, je crois, mais qui était un des pionniers, en France en tout cas, de la police scientifique. Et il venait de la géologie. Oui. Il avait fait une très, très belle thèse sur ce qu'il avait appelé l'exoscopie des grains de quartz, où par l'observation au microscope électronique à balayage, il racontait toute l'histoire d'un grain de quartz, une histoire qui peut être très compliquée, qui peut avoir une période marine, océanique, puis une période aérienne, etc. Et il l'avait appliqué à la police, quoi. Et voilà, c'était ces personnages, je crois qu'il a assez mal fini. Oui. Mais il était passionnant, en tout cas, dans ses cours. Tout à fait, pour aller dans votre sens, hein, géologie, très important, parce que ça fait partie d'un des domaines de la science forensique. Et parmi les cours, il y a le cours de tracologie, sur lequel, certes, on parle sur la sémiotique, la sémiologie, etc. Mais je fais aussi, pour leur montrer des exemples, une approche de la paléologie et de l'ichnologie, qui sont essentielles. C'est à travers des traces fossiles, on peut reconstituer une situation et c'est éveiller vraiment les étudiants à cette notion d'observation qui sort un petit peu de l'écran pour voir quel est notre environnement et essayer de le comprendre. Et pour Loïc Le Ribot, oui, il a donné une impulsion en matière de police technique et scientifique en sortant un petit peu du bricolage et de la seule empreinte digitale que l'on révélait, que l'on observait, en montrant que les outils de laboratoire, tels que le microscope électronique à balayage, avaient toute sa place dans un laboratoire de criminalistique ou de sciences forensiques, où maintenant on a des chromatographes, on a des ramans, on a tout ce qui peut être FTIR, etc. Et on a changé de dimension, et il a été l'impulsion de cette dimension. Oui. Bon, je vois qu'il est 14h03, donc Monsieur De Palma. Non, mais une seconde, c'est parce que je suis curieux. Est-ce que, donc, à la fois vous avez plus de traces, vous avez plus de technologie, etc., à la fois les truands, on est comme ça à prendre plus de précautions. En gros, at the end of the game, est-ce que le pourcentage de crimes élucidés augmente ou diminue au cours du temps? Alors, au cours du temps, le pourcentage de crimes a augmenté. Il y a eu une augmentation certaine. Après, il y a deux choses qu'il faut voir. C'est le nombre de crimes qui a évolué par rapport à la population. Paradoxalement, on s'aperçoit qu'il y a moins de victimes de crimes qu'il y en avait il y a 200 ans ou 300 ans. Ça, c'est un fait, c'est un fait réel. Alors, après, il y a des biais d'observation qui sont que les services de secours et la médecine a fait de tels progrès que des victimes de crimes peuvent être sauvées actuellement alors qu'elles ne l'étaient pas à l'époque. Donc, là-dessus, la résolution, en gros, le taux de résolution de crimes, alors de vrais crimes de sang, etc., en France, avoisine entre 70 et 80%. Et après, on a ces fameux cas non résolus qui partent de l'affaire Grégory jusqu'à tous les autres cold cases, ou en tout cas affaires non classées, qui sont ce petit écho qui montre que parfois, on peut avoir même énormément de traces, avoir des ADN, tout ce que l'on veut, qui pourrait conduire vers quelqu'un, mais l'auteur est totalement inconnu, parce qu'avant, il n'avait rien fait, et après, il n'a plus rien fait.
et quand il a croisé ça ou ses victimes, il n'y avait pas de lien avec ça ou ses victimes. Ce qui fait que là, même en faisant l'environnement, les enquêteurs, etc., eh bien, il y a un certain nombre de crimes qui, hélas, malgré les traces, ne ressortent pas. Mais je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les informations qui sont distillées petit à petit. On commence à avoir des affaires qui datent de plus de 20 ans, qui sont maintenant résolues parce qu'enfin, les nouvelles techniques et la conservation surtout des scellés dans des conditions idéales permettent de revenir travailler sur ces scellés, ressortir des traces qui n'étaient pas possibles de sortir il y a 20 ans et les confronter soit avec des suspects, des mises en cause ou au contraire les confronter avec les fichiers actuels. Et on a comme ça des affaires qui étaient non résolues, qui 20 ans après ont enfin une réponse. Sinon, merci beaucoup pour la réponse. Oui. Eh bien, il me reste à remercier chaleureusement François Daoust pour cette présentation que j'ai trouvée personnellement passionnante. Donc, merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence. Et donc, comme le disait Patrick, Let's See Why se met aussi en congé. On se retrouve à la rentrée. Donc, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. fin de journée. Merci à tous. Au revoir.